D'être là. Ça fait chaud au cœur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Depeau. Je suis relaxologue corporelle en Ayurveda à Marsac, en Ecuador. Je suis accompagnatrice aussi pour notamment les femmes qui se sont oubliées. Et puis, je suis aussi organisatrice de salons du bien-être. C'est à l'occasion d'un de ces salons que j'ai rencontré Mathieu. En fait, l'autisme pour moi, c'était un mal, parce qu'on connaît tous le film. Mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis en faisant ce salon au profit de cette association, j'ai découvert des personnes extraordinaires. Et j'ai lié des liens avec des personnes extraordinaires, dont Mathieu. J'ai fait aussi plusieurs salons de l'autisme qui étaient avec une association qui s'appelait Notre Petit Prince Asperger, qui maintenant s'appelle AVEC, Autisme, Vivre, Écouter, Comprendre. Et avec cette association, j'ai vraiment découvert des gens qui sont tellement différents, mais nous sommes tous différents. Et Mathieu m'a touchée en me disant, écoute, tu peux nous... J'ai dit, oui, vas-y Mathieu, je prends ton livre. Donc j'écris ce premier livre, puisqu'il vient juste de sortir le deuxième, et je me suis dit, en fait, ça va parler que d'autisme. Et bien non, parce qu'en fait, comme moi, et je l'ai envoyé à Mathieu, ça parle de tout le monde. Oui, de l'autisme, mais oui, du langage de tout le monde. Alors, nous avons mis un petit peu de temps pour pouvoir organiser ceci. Parce qu'une fois, il faisait trop froid l'hiver, une fois, il y avait de la neige, une fois, c'était pas compatible. Mais bon, nous y sommes arrivés. Et Mathieu est là, avec son deuxième livre aussi, qui va vous faire sa conférence et vous parler de la sensibilité de l'autisme. Merci pour ta confiance. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mathieu Lancelot, je suis traducteur, docteur en linguistique et à mes heures comédien et conférencier, notamment je chante et je joue du piano également. Et donc, en plus de ça, chose pourquoi je suis là parmi vous, je suis autiste. J'ai fait une thèse en sciences du langage au sujet de la représentation de l'autisme en société, entre un modèle médical qui dit que le handicap émane d'une déficience chez la personne et un modèle social qui le combat et selon lequel c'est la société, notre environnement qui crée des obstacles au quotidien. Pour des personnes avec un handicap physique, un terrain conçu avec plus ou moins d'obstacles qui soient matériels, visuels et tout, ou pour des personnes avec un handicap, disons, invisible, comme l'autisme chez une bonne partie d'entre nous, avec de l'implicite, du second degré, qui peut nous mettre plus ou moins dans l'embarras. En réalité, si j'ai fait cette thèse, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains conflits dans le choix des mots pour en parler, notamment pour nommer les personnes concernées. Est-ce que vous dites personne autiste, personne avec autisme, mais encore atteinte d'autisme, porteuse d'autisme, avec trouble du spectre de l'autisme, TSA pour les intimes? Ou est-ce que pour vous ça n'a aucune importance parce que ces formulations plus ou moins synonymiques désignent les mêmes personnes, une même catégorie de population, avec des points communs, mais aussi des différences dans le parcours, dans les sensibilités. Il y en a qui, par exemple, vont parler à tout le monde, que ce soit en famille
ou à des inconnus à l'extérieur, mais qui ne vont pas du tout être à l'aise dans des supermarchés avec des lumières trop fortes, des bruits de fond plus ou moins envahissants, voire des odeurs qui peuvent les incommoder. À l'inverse, et ce ne sont que des exemples parmi d'autres, il y a des adultes qui peuvent travailler sans aucun souci dans un open space, comme moi, en tant que traducteur dans la grande distribution, mais qui ne vont pas forcément trouver les mots lors de discussions sur des sujets qui ne les concernent pas toujours. J'ai des collègues qui parlent sport toute la journée, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Quoique j'essaye de m'y intéresser quelquefois. Après tout, on a fait des paris pour la Coupe du Monde de football et je me suis prêté au jeu. C'était un plaisir, même si bon, je doutais de mes connaissances en la matière. Enfin, ce sont des choses de la vie parmi tant d'autres. Donc je disais personne autiste ou personne avec autisme. Et est-ce qu'il n'y a pas des nuances entre les langues? J'ai dit que j'étais traducteur, donc l'anglais et l'allemand étant les langues de travail, n'y aurait-il pas des subtilités avec autistic people, le pluriel de autistic person? People, mine de rien, ça fait penser à peuple et donne un aspect plus communautaire, voire communautariste, puisqu'il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous dire les autistes ceci, les autistes de cela, comme si le handicap dont on parle concernait finalement toutes les personnes qui sont ainsi désignées. Pas forcément. On peut toujours trouver des nuances. Les personnes autistes peuvent se montrer hyper concentrées dans un travail qui leur tient à cœur. Pourquoi peuvent l'auxiliaire modal pouvoir? Cela a la particularité de désigner un comportement généralement observable quand on rencontre des personnes autistes, mais ça laisse aussi le choix, ou plutôt la capacité à toute personne concernée de travailler sur elle-même. Si l'on dit les personnes autistes sont concentrées, le jour où l'une d'elles n'arrivera plus à se concentrer pour des raisons qui la concernent, mais qu'est-ce qui se passe? On perd toute crédibilité après avoir vendu du rêve sur tout le monde. Ce sont des choses qui m'ont été explicitées quand je faisais mon doctorat à l'université Paris-Cité. Et ce sont des linguistes qui m'ont évalué, pas des experts de l'autisme. C'est d'autant plus intéressant que l'on ne soit pas forcément expert du sujet que l'on traite, en tant que linguiste notamment, ou même en tant que coach, que être expert, comme on l'est lorsque l'on est médecin notamment, ça peut engendrer des déformations professionnelles. Ne vous a-t-on jamais dit qu'un prof de théâtre ou de sport peut apporter quelque chose à un enfant ou un adulte en l'aidant à s'ouvrir au monde extérieur, à se découvrir, à communiquer quelque chose, sa passion? Ça peut être une passion pour les dessins animés comme pour la poésie. D'ailleurs, ça a un nom tout à fait impressionnant, la thérapie par affinité, affinity therapy en anglais. Peut-être en avez-vous entendu parler vous-même. Peut-être avez-vous apprivoisé votre enfant ou en tant qu'instituteur ou institutrice, apprivoiser un ou une élève autiste passionné par les Disney. J'en sais moi-même quelque chose puisque j'en suis passionné depuis tout petit. J'apprenais les Disney en boucle, comme les dialogues et les chansons, parce que j'étais sensible justement à la poésie dans les mots et même dans l'intonation. On aime encore ça en tant qu'adulte parce que ça dégage un petit truc en plus, comme dans le titre du film que vous avez peut-être vu d'ailleurs. Donc je disais intégration ou inclusion également. Est-ce que pour vous ce sont des mots qui sont antinomiques ou est-ce que ça se complète? Parce qu'on a souvent l'impression que dans le mot intégration,
ce sont les personnes différentes qui doivent faire des efforts pour aller vers les autres et pas l'inverse. Alors que dans l'inclusion, on vise une société où tout le monde aurait sa place. C'est un idéal, peut-être allez-vous penser. Mais en réalité, il suffit de quitter le discours autour de l'autisme, par exemple en écoutant des cours qui traitent de l'immigration. Je pense à un cours du Collège de France que j'ai pu visionner quand il y a eu le confinement. Et on peut trouver une définition tout autre du mot intégration. Et dans ce cours auquel je pensais, j'ai entendu le professeur dire ajustement mutuel entre les deux parties. Et je pense aussi à deux modèles qui n'ont pas été publiés à la même époque. Dans les années 2010, vous aurez sans doute entendu exclusion, les personnes différentes à part, ségrégation à part mais entre elles, intégration dans la société mais entre elles, et inclusion où tout le monde a sa place. 20 ans avant cela, il y a eu le modèle d'acculturation de Berry. Et pareil, le mot intégration n'a pas du tout la même définition selon le schéma. En fait, un individu, dans sa quête de reconnaissance, va être amené plus ou moins à affirmer sa manière d'être qu'à aller vers les autres. Si cet individu attache autant d'importance aux deux, il tend vers l'intégration. S'il cherche plus à aller vers les autres qu'à s'affirmer, c'est l'assimilation. Plus à s'affirmer qu'à aller vers les autres, c'est la séparation. Aucun des deux, c'est la marginalisation. Et puis, il y a aussi le regard de la société. L'équivalent de l'intégration, pour le coup, c'est le multiculturalisme. Le melting pot, qui est l'équivalent de l'assimilation. La ségrégation, qui est l'équivalent de la séparation. Et la marginalisation, l'équivalent, c'est l'exclusion. Ça rejoint un petit peu ce précédent modèle plus récent que j'évoquais. Comme quoi, si on prend la peine de croiser des connaissances qui ont quelques divergences, on peut travailler à une certaine prise de recul. Et donc, au final, on peut avoir différentes interprétations de la façon dont les gens vont les uns vers les autres. Si vous lisez un livre qui traite de l'autisme ou regardez un film ou une série sur le sujet, que faites-vous généralement? Est-ce que ce qui vous importe le plus, c'est la manière dont on définit l'autisme ou les maniérismes des personnages qui vont implicitement définir l'autisme aux yeux du grand public? Ou est-ce que vous regardez la quête de reconnaissance et les actions des personnages autistes ou non autistes qui font en quelque sorte l'intrigue? Est-ce que dans Doctor, Astrid et Raphaël, Extraordinary Attorney Who, je ne sais pas, mais encore Rain Man, qui est le premier film à avoir vraiment fait connaître la cause de l'autisme, vous allez voir un personnage ou un autisme type. Et en réalité, les auteurs ou réalisateurs et les lecteurs ou spectateurs ont leur part de responsabilité dans l'interprétation. Il y a un linguiste qui m'a aidé à développer cette philosophie, c'est Umberto Eco, qui a écrit Lector in Fabula dans la fin des années 70, et qui expliquait, pour résumer sa pensée, que le texte est en quelque sorte une machine paresseuse avec des trous que nous devons combler à la lecture. Et puis, il distinguait notamment l'interprétation intrinsèque, donc ce que l'on tire à la seule lecture des mots dans l'immédiat, et l'interprétation extrinsèque, qui est l'ajout ou le retrait volontaire de connaissances à la lecture de cela. Si vous avez regardé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est en quelque sorte
une expression de l'autisme invisible au féminin. Parce qu'on ne parle pas d'autisme, mais le personnage d'Amélie peut peut-être vous y faire penser. Sa façon de regarder les choses dans le détail, de prendre plaisir, un plaisir sensoriel à certaines choses, comme plonger sa main dans un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la petite cuillère, ou faire des ricochets le long du canal Saint-Martin, par exemple. Soit vous voyez une forme d'autisme invisible au féminin, ce qui est de l'interprétation extrinsèque, puisque vous faites le rapprochement, ou alors intrinsèquement, c'est une femme qui a une certaine philosophie de la vie et qui cherche à aider les autres, ce qui est tout aussi légitime. Nous faisons sans cesse des choix quand nous formulons et quand nous interprétons en lisant ou en visionnant des messages. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur le sujet, à me demander comment j'ai pu voir telle ou telle chose, parce que je le fais avec énormément de plaisir depuis quand même 4 ans bientôt que je suis docteur en linguistique. Et donc c'est aussi cette philosophie que je développe dans mes 2 livres que j'ai publiés après mon doctorat, Personne autiste, la dialectique du même et de l'autre, ou Sémantique de la sensibilisation à l'autisme, publié chez Le Lys Bleu, donc mon éditeur. Donc vous pouvez également les trouver en ligne sur Amazon, la Fnac, Cultura, et si jamais vous êtes de passage à Paris, Le Lys Bleu a ouvert sa librairie, le livre libre que vous pouvez trouver en physique. Et si jamais nous avons l'occasion de nous croiser, je peux vous en vendre les exemplaires en direct. Alors surtout, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à témoigner. Nous sommes là pour ça. Merci de votre attention. Quelqu'un a peut-être une première réaction à ce sujet? Un peu timide, n'est-ce pas? Non, ne soyez pas, on est anti-comité, on peut tout se dire. Je ne connais pas la définition du mot sémantique. La sémantique, c'est en quelque sorte l'étude du sens des mots. C'est à travers des définitions, leur circulation, leur connotation, quand les gens les emploient aussi. Tout comme la syntaxe, c'est l'étude de la formation des phrases, et la lexicologie, l'étude des définitions dans le dictionnaire. Oui. En tant qu'autiste, tu penses quoi des films où justement il y a des autistes, genre Estrodan et vous, celui avec le médecin autiste, il y a plein de films comme ça. T'en penses quoi? Est-ce que tu trouves que ça représente vraiment l'autisme ou c'est juste une partie de l'autisme? Je pense qu'il ne faut jamais se cantonner à un seul livre, un seul film, ou même une seule chanson sur l'autisme pour en avoir une vision plus ou moins exhaustive. Il faut toujours croiser les sources parce que chaque personnage est unique. Si vous regardez Good Doctor, vous verrez un jeune médecin qui va travailler à trouver des solutions en tant que neurochirurgien dans un hôpital, là où on travaille constamment dans l'urgence et sous pression. Si vous regardez Astrid et Raphaël, c'est une documentaliste criminelle qui va croiser tout un faisceau d'indices concordants pour résoudre des enquêtes. Et ce n'est pas du tout la même expression. Et il ne tient qu'à nous de voir comment ces gens-là vont appréhender notamment la vie sentimentale, parce que ces gens-là, à un moment donné de leur vie, ils en ont une. Donc arrêtons de dire que les personnes autistes ne rencontrent jamais l'amour. Ce n'est pas vrai. Il y en a même une sur Netflix avec des couples de personnes autistes qui témoignent.
C'est Love on the Spectrum ou Histoire d'amour et d'autisme. Qu'est-ce qui vous a amené vers la linguistique? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Déjà, tout commence par mon métier, la traduction. J'ai toujours eu une passion pour les langues étrangères, avec la logique de la grammaire, la musicalité dans la façon de prononcer, tout ça. Et puis, quand je faisais mes études, j'ai été initié personnellement à la recherche. Un professeur qui croyait beaucoup en mon potentiel et qui m'a beaucoup guidé vers cette voie-là, en me prenant sous son aile comme assistant éditorial et de recherche, parce que j'avais un temps de stage à rattraper suite à un petit accident de parcours. Et donc ça m'a fait connaître le milieu universitaire et donc les séminaires, les journées d'études, et ça m'a donné envie de me lancer une fois que j'ai pu trouver un travail. Parce qu'il fallait bien que les choses se fassent dans le bon ordre. Tant que je n'avais pas un CDI, je ne pouvais pas songer encore à faire un doctorat. Histoire d'avoir une sécurité financière, comme tout le monde. Et encore, la traduction est un métier qu'on trouve de moins en moins en entreprise et n'est pas auto-entrepreneur qui veut, même si 80% travaillent à leur compte. Il faut y croire. En parlant de parcours scolaire, comment s'est passée votre scolarité plus jeune? Mais comme les écoles publiques ne pouvaient pas m'accueillir faute de sensibilisation à l'autisme à l'époque, il a fallu me tourner vers le privé. Vous savez, dans les années 90, 2000, le métier d'AESH n'existait pas. Donc, accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il fallait compter sur le peu d'écoles avec une petite classe spécialisée à l'intérieur pour accueillir des enfants différents, celles que l'on appelle aujourd'hui les classes ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire. Au niveau collège, au début des années 2000, il n'y en avait que 2 et elles étaient sur Paris. Donc il fallait trouver la bonne adresse pour ça. Et encore à cette époque-là, le mot inclusion n'était pas rentré dans le vocabulaire courant. Donc il n'y avait pas la même polémique qu'il y a aujourd'hui. Quel âge aviez-vous lorsqu'on a posé le diagnostic? J'avais 6 ans à l'époque. 6 ans. D'autres réactions peut-être? Du coup, pour tes études, tu as toujours été à l'école, tu n'as pas eu besoin de faire l'école à la maison, des trucs comme ça pour... Si j'ai été scolarisé, ça a dû être de très très courte durée parce que tout s'est passé très vite, j'ai pas beaucoup de souvenirs en soi. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans ce qu'on appelle l'autisme? Parce que maintenant on a tendance à mettre cette étiquette sur beaucoup de difficultés chez certains enfants. Donc est-ce qu'il y a... Est-ce que vous parlez de difficultés scolaires? Moi j'en connais qui ont l'air de suivre à peu près normalement la scolarité habituelle. Il y en a chez qui ça se voit plus que chez d'autres. C'est sans doute pour ça que vous entendez sans doute aujourd'hui quelqu'un qui réagit en disant « t'as pas l'air autiste ». Bon, c'est le genre de phrase qui aujourd'hui en agace plus d'un parce que ça invisibilise encore plus les difficultés que l'on vit intérieurement. J'en ai même lu des vertes et des pas mûres sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui réagit en disant éteignez votre télé, attention. Il y en a qui disent ça simplement parce que ça ne se voit pas. Je le dis aujourd'hui que les gens ont le droit de se poser des questions. Il y en a chez qui ça se voit plus parce qu'ils sont beaucoup plus mutiques. Il y en a même qui ne parlent pas du tout. Et l'exception qui confirme la règle, vous connaissez peut-être quelqu'un qui ne communique pas oralement,
mais qui le fait à merveille par écrit. Regardez l'émission Les Rencontres du Papotin, vous allez comprendre. Oui, il y a même l'un de ces journalistes qui a participé à un petit truc en plus. Ce sont des autistes qui sont dans la salle dans ce cas-là? Ce sont des autistes qui posent des questions, qui font partie du journal qui a inspiré l'émission télé. Et oui, qui posent des questions à des célébrités. Oui, ça j'ai vu à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu penses de cette mode là, en ce moment, de tout le monde est HPI, tout le monde est surdoué, machin tout? On est à une époque où on veut tout déconstruire puis reconstruire. On va même jusqu'à donner d'autres interprétations de la littérature qu'on a découvert pendant notre enfance. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que Tintin et le capitaine Haddock seraient homosexuels et même amoureux l'un de l'autre. Ou que la Castafiore serait un homme. On se demande bien où on va chercher ça. Comme on dit, naturellement, c'est le mot. Donc, il y aura toujours des dérives par-ci, par-là, mais ça ne doit pas pour autant remettre en cause notre quête de compréhension de soi-même, de bien-être, puisque c'est la thématique de l'association qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc, ça ne doit pas retirer toute légitimité. Il y en a qui vont se reconnaître dans des témoignages sur l'autisme et qui vont faire les démarches diagnostiques parce qu'ils ont besoin de poser un mot dessus. Après, ça peut être le bon comme ça peut en être un autre. Il y a toujours une part d'incertitude. Toujours. À votre avis, pourquoi cette évolution justement de la sémantique? Il y a quelques années, on parlait du syndrome d'Asperger, que nous connaissons très très bien, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé. Pour quelle raison? Disons qu'il y a eu des découvertes pas très glorieuses au sujet de Hans Asperger, puisque les années 40, l'eugénisme et tout le tintouin. Et pourtant, c'est un diagnostic dont on parle encore aujourd'hui, puisque c'est une partie des personnes autistes qui a une certaine conscience de son environnement et en même temps des difficultés sociales qui peuvent déstabiliser naturellement. Donc même dans les études scientifiques aujourd'hui, on va continuer à lire syndrome d'Asperger, la terminologie clinique qui veut que l'on regroupe tout sous trouble du spectre de l'autisme n'a pas forcément de valeur absolue dans la société. Je ne suis pas linguiste pour rien, recule sur les mots quand même. Dans la société, on n'est pas tous médecins. On fait témoigner des personnes qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même parcours non plus. Donc arrêtons de vouloir tout déconstruire parce que sinon on s'y retrouve plus. Je dis ça, c'est né sur mon point de vue. Et est-ce que pour vous, les préjugés sont compliqués à déconstruire ou à vivre Personnellement, j'ai arrêté de dire, ou même de me dire que les préjugés ont la vie dure. D'ailleurs, si je prends un petit peu de recul, je me dis que tout préjugé qui persiste a quand même une part de réalité qui marque les esprits. Donc, quelque part, je ne peux pas tellement reprocher à mon entourage de penser à Rayman, par exemple, ou de se dire que les autistes ont des super pouvoirs. Parlons-en autour d'une table pour faire évoluer les mentalités, et cela plus dans la bonne humeur que dans le combat. En fait, ce n'est pas tellement un super pouvoir que l'on a, c'est plutôt une passion qui est venue soit très tôt, soit en grandissant.
moi, je vous parlais des langues, de la musique, mais il y en a chez qui ça peut être le droit ou la médecine. Extraordinary Attorney, dans cette série coréenne, la jeune femme autiste que l'on rencontre au fil des épisodes, elle est avocate. Elle a toujours été passionnée par les codes. Et un dossier bien monté et une plaidoirie rondement menée, et tout ça fait son bonheur. Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, même s'il y en a qui s'expriment plus statistiquement. On a parlé de l'association qui est Vauvert tout à l'heure, qu'on avait connue, et la dame de l'association a réussi à rentrer à la mairie de Vauvert, et du coup elle a mis pas mal d'inclusions en place. Par exemple, il y a le Intermarché qui 2 heures par semaine le jeudi diminue ses lumières, coupe la musique et tout, justement pour les personnes qui sont autistes. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant de faire dans d'autres villes et que ce soit même sur toute la France, quoi? C'est aussi bien au bon vouloir du supermarché qui met cela en place, qu'utile non seulement pour les personnes autistes, mais encore pour toute personne ayant besoin de calme. Parce que finalement, ce qui est nécessaire aux personnes autistes peut être bénéfique à tous. Et, oui, j'en ai moi-même fait l'expérience dans le centre commercial d'une ville où j'habitais au tout début, où je travaillais. C'était à Ivry-sur-Seine, je me souviens très bien. J'ai même eu un écho du personnel qui travaille à la caisse comme en rayon. Dans le calme, on travaille beaucoup plus sereinement. Comme quoi, il ne faut pas forcément n'attribuer les initiatives qu'à un groupe que l'on vise initialement. Et si on repose tout simplement la question, pour vous, qu'est-ce que l'autisme? Quelle définition pourriez-vous apporter? Comment dire? Ça apporte aussi bien un lot de défis qu'un lot de passion et de talent, comme on exprime au quotidien. Tout simplement, s'il fallait le résumer en peu de mots. Ce qui n'empêche pas d'apprendre. Par rapport à tes livres, tu as fait aussi une pièce. Et ça t'aide aussi à parler avec la linguistique ou c'est complètement autre chose? J'ai écrit effectivement une pièce de théâtre, un seul en scène qui s'appelle Objectif Autistant et qui permet justement de parler de l'autisme de manière justement à ce qu'on se reconnaisse tous dans la vie sociale. C'est pas un cours sur l'autisme, ce n'est pas une conférence, c'est une histoire, ou plutôt un concentré d'histoires plus ou moins uniques à des âges différents. Le but aussi d'un tel spectacle, c'est de ne pas pousser au jugement hâtif, de ne pas trop être dans le combat, sinon on se dit qu'on ne peut plus rien dire, et surtout ne pas faire de discours qui soient vus et revus, simplement faire comme si on vivait tous sur une même terre. L'autistant, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui se trouve très loin quelque part? D'ailleurs, le mot autistant n'est pas de moi, il est de Joseph Chovanec, qui est un philosophe autiste passionné de voyage. Il m'a donné l'autorisation de l'utiliser pour élargir cette réflexion. Est-ce que ce n'est pas finalement un petit peu partout, comme dans la chanson de Charles Trenet, Le soleil et la lune, à propos du bonheur? Je vous disais que j'étais passionné de chansons, d'ailleurs, c'en est un parfait exemple. Je confirme, il chante tout le temps. Dès qu'il a une petite pause, il peut se calmer, il chante des chansons françaises. Toute la route, hier, de Clermont jusqu'ici dans la voiture, il m'a chanté les choristes d'ailleurs, parce que je lui disais que ça avait été tourné
à côté, là, il va chanter les commissions. Dans certains contextes, on me l'a parfois reproché de trop pousser la chansonnette. Il a bien fallu que je calme mes ardeurs. Après, quand entre personnes passionnées de chant aussi, on peut se comprendre au travail, je ne suis sûrement pas le seul à aller chanter. Par exemple. On a vu des salons où, pour se calmer avec ses amis, elle a vu qu'il était à la guitare, qu'il chantait, lui il s'était mis au piano, il nous avait fait un concert juste pour lâcher les nerfs, quoi, et c'était sensationnel. D'ailleurs, je chante et joue du piano dans mon spectacle, pour information. Oui. Vous semblez peu timide. Qu'aimez-vous avec une jeune personne, un jeune homme qui vient d'apprendre qu'il est autiste et qui est très timide, très intimidé par cette spécificité? Mais j'aurais envie de dire à cette personne que ça s'apprend de parler en public, ça s'apprend de partager quelque chose qui nous tient à cœur et que par conséquent, il ne faut pas se bloquer. Tout simplement. Après, il faut laisser le temps. Autant ça peut prendre des années. Le théâtre à l'école, ça m'a énormément aidé à parler aux gens. Le chant aussi, je faisais de la chorale. Autre chose peut-être Il y a des personnes qui sont autistes ici, est-ce qu'elles ont des questions à poser? Est-ce que ça t'a intéressé pour savoir quelque chose? On a déjà posé des questions. Merci en tout cas pour ce bel instant de réflexion, en espérant vous retrouver à une autre occasion. Et tant qu'on y est, j'ai prévu une séance de dédicace si jamais le niveau vous intéresse. Alors n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, cette conférence était une première pour ici, mais pour tous ceux qui n'ont pas pu venir à cette conférence, vous pouvez retrouver Mathieu demain au salon de Novacel, au salon du livre de Novacel, où il va effectivement présenter ses ouvrages. Et puis nous avons quelques projets avec lui, puisqu'il nous a parlé de sa pièce de théâtre qu'il pourrait peut-être venir faire ici. Il nous a parlé aussi d'écriture. Il aimerait faire des ateliers d'écriture et donc nous allons voir avec la médiathèque de Fournol et Françoise et puis d'autres médiathèques peut-être aussi pour faire tout ça et pouvoir éventuellement faire revenir Mathieu auprès de nous parce que c'était pour ma part très intéressant. Et ce sera avec grand plaisir si ça peut se faire. En tous les cas, merci à tous d'être venus et puis bien soit demain au salon de Novacel, soit à une prochaine fois où on vous préviendra quand Mathieu viendra. Merci.